8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de leurs Altesses Royales les Princesses Lalla Khadija, Lalla Maryam, Lalla Asma et Lalla Hasna. Sa Majesté le Roi a offert hier un dîner officiel en l'honneur du président de la République française, M. Emmanuel Macron, et de son épouse, Madame Brigitte Macron. La visite d'État du président français au Maroc prend fin au terme de 3 jours d'entretien et de signature d'accords de coopération dans des secteurs stratégiques. L'heure est au bilan. Un partenariat d'exception renouvelé et adossé à une parfaite entente politique, notamment au sujet du Sahara marocain. Le Quai d'Orsay actualise la carte du Maroc et intègre les provinces du Sud sur son site officiel. Sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, accompagnée de Madame Brigitte Macron, a inauguré hier le Théâtre Royal de Rabat. Ce nouvel écrin au cœur de la vallée du Bourg-et-Greg s'érige en pôle artistique et culturel incontournable de la capitale, ville lumière. Le monde de l'entreprise au premier plan du partenariat d'exception. Maroc-France, industriels, grands investisseurs et patrons mutualisent leurs compétences au service du co-développement. Plus de 20 accords et contrats ont été scellés hier à Rabat lors des rencontres entrepreneuriales Maroc-France. Bonsoir au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de leurs Altesses Royales les Princesses Lalla Khadija, Lalla Maryam, Lalla Asma et Lalla Hasna. Sa Majesté le Roi a offert hier un dîner officiel en l'honneur du président de la République française, M. Emmanuel Macron, et de son épouse, Madame Brigitte Macron. Ont été conviés à ce dîner notamment le chef du gouvernement, les présidents des 2 chambres du Parlement, les conseillers de Sa Majesté le Roi, les membres du gouvernement, les membres de la délégation officielle accompagnant le président français et plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Et avant de développer le dossier du partenariat d'exception liant le Maroc à la France, notez cette importante information suite aux inondations qui ont ravagé plusieurs régions de l'Espagne. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné ces très hautes instructions au ministre de l'Intérieur afin de s'entretenir au téléphone avec son homologue espagnol. Au cours de cet entretien, le ministre a informé son homologue que conformément aux hautes instructions royales, le Maroc est pleinement disposé à dépêcher des équipes de secours et à fournir toute l'aide nécessaire à l'Espagne pour faire face à cette catastrophe naturelle. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de l'Intérieur. Il a réitéré les expressions de condoléances et de solidarité aux autorités espagnoles et aux familles des victimes, conclut la même source.
La visite d'État du président français au Maroc donne un nouveau souffle aux relations entre les deux pays et vient retisser des liens historiquement profonds entre Rabat et Paris. C'est un partenariat d'exception rebâti. En témoignent les nombreux accords de coopération signés dans des secteurs stratégiques. Les deux nations alliées tirent clairement profit de leur complémentarité dans un esprit de co-développement nord-sud. Iman Ablou nous dresse un bilan de la visite du président de la République française au Maroc. Une visite d'État qui scelle les contours d'un partenariat d'exception renouvelé, renforçant les liens solides et ancrés entre Rabat et Paris. Une visite marquée par des temps forts. D'abord, la déclaration relative au partenariat d'exception renforcé, signée par Sa Majesté le roi Mohamed VI et son illustre hôte, le président français Emmanuel Macron, avec pour objectif permettre aux deux pays de mieux répondre à l'ensemble des défis auxquels tous deux sont confrontés, en mobilisant tous les secteurs pertinents de la coopération bilatérale, régionale et internationale. Le document reflète la détermination des deux pays à agir en tant que partenaires stratégiques dans tous les domaines, dialogue politique, partenariat économique et échanges humains. Le document identifie plusieurs priorités. Coopération sécuritaire, sécurité sanitaire, agriculture, ressources hydriques, infrastructures routières et ferroviaires, transition énergétique, mobilité urbaine, innovation et bien d'autres encore. Une vision concrétisée par la signature de 22 accords de coopération d'une valeur de 10 milliards d'euros, soit pas moins de 106 milliards de dirhams. De quoi consolider un large éventail de partenariats dans l'aéronautique, le ferroviaire, l'intelligence artificielle, la transition énergétique, la décarbonation, la connectivité, l'agriculture durable ou encore la sécurité alimentaire, la coopération sécuritaire et culturelle. Bref, des investissements sur tout le territoire national, y compris les provinces du Sud. Autre temps fort de cette visite d'État, le discours du président français à l'hémicycle, devant les deux chambres du Parlement. Un discours marquant, illustrant la profondeur et l'intensité des relations entre la France et le Maroc, et dans lequel le chef de l'État français n'a pas manqué de réaffirmer la position de son pays quant à la question du Sahara marocain. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue, déclare-t-il. Un soutien clair et sans ambiguïté. Rabat et Paris aborde un nouveau chapitre dans une histoire partagée, un modèle de coopération unique, gagnant-gagnant, avec à la clé une vision tournée vers l'avenir, renforçant ainsi une amitié et une alliance stratégique pour faire face ensemble aux défis du siècle. Et pour un décryptage, nous avons avec nous en duplex depuis Casablanca Monsieur Ali Lehrichi, politologue et doyen de l'Institut des sciences politiques. Merci de nous rejoindre. Une visite fructueuse à plus d'un titre pour les deux pays. Bonsoir, tout à fait, c'est une visite historique. Il faut dire que les relations entre le Maroc et la France s'inscrivent dans la permanence, quel que soit le temps et le temps, et toujours il y a l'écriture des perspectives d'avenir. Aujourd'hui, avec la visite de M. Emmanuel Macron, nous avons constaté une démonstration de l'ampleur des relations marocaines, de l'importance de ce partenariat qui est stratégique, qui est d'exception, et ce à tous les niveaux, que ce soit par rapport aux accords qui ont été signés et qui concernent tous les domaines, que ce soit les infrastructures, l'éducation, les énergies ou encore la culture, d'autant plus la réception qui a été faite est à l'image du royaume du Maroc, un royaume millénaire, et l'accueil qui était extraordinaire
tout cela démontre la force de l'amitié, la force de la permanence entre le Maroc et la France. Et bien sûr, nous avons vu M. Macron qui a réitéré encore une fois la position de la France par rapport au Sahara marocain, la reconnaissance de l'intégrité territoriale du Maroc et de la souveraineté du Maroc comme étant la seule solution. Professeur Ali El-Harechi, restez avec nous. Nous reviendrons vers vous pour plus de développement sur le dossier de ce partenariat d'exception. Et dans le cadre de l'impulsion donnée à la cause nationale par Sa Majesté le roi Mohamed VI, la carte officielle du Royaume du Maroc intégrant son Sahara a été publiée hier sur le site officiel du Quai d'Orsay. Cette décision intervient dans le sillage de la lettre que le président français, son Excellence M. Emmanuel Macron, avait adressée au souverain, et dans laquelle il a affirmé que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, ainsi que des entretiens en tête-à-tête que Sa Majesté le Roi avait eu lundi à Rabat avec le chef d'État français. Cette décision, qui intervient dans le cadre de l'opérationnalisation de la nouvelle position de la France sur la question nationale, s'inscrit en droite ligne de la dynamique positive que connaît la question du Sahara sur la scène internationale. Je vous propose d'écouter à ce propos le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui s'est exprimé hier lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec son homologue marocain Nasser Bourita. Nous avons joint les actes à la parole et j'ai le plaisir de vous annoncer que la carte du Maroc a été actualisée et mise en ligne sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères il y a 1 heure. Nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements, d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales. Notre ambassadeur s'y rendra dès la semaine prochaine. Nous allons y accroître notre action consulaire et culturelle en vue de la création d'une alliance française. Nous serons également aux côtés du Maroc pour favoriser une solution politique juste et durable, dont le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base. Professeur Ali El-Harechi, la France opérationnalise d'ores et déjà son alignement en faveur de la première cause nationale en adoptant la carte intégrale du Royaume par le biais du site officiel du Quai d'Orsay. Quel commentaire vous en faites ? Tout à fait, donc c'est la parole ou l'action qui joint la parole ou qui rejoint la parole et la démonstration de l'engagement de l'État français dans la position de la reconnaissance de l'intégrité territoriale du Maroc. Quand on voit la carte du Maroc qui est maintenant au niveau du Quai d'Orsay, comme l'a annoncé le ministre des Affaires étrangères français, c'est une démonstration, c'est une preuve de cet engagement-là. D'autant plus par rapport aux engagements et aux actions de l'ouverture d'une alliance française au niveau des provinces sud du Maroc, du déplacement de l'ambassadeur de la France aux provinces sud du Maroc et d'autant plus des entreprises, c'est-à-dire les accords des entreprises françaises, que ce soit les établissements privés ou publics qui vont investir au niveau des provinces sud du Maroc. Donc c'est une reconnaissance du point de vue de droit international de la marocanité du Sahara et comme l'a dit le président français, c'est le présent et l'avenir de cette région. Le Sahara et les Marocains, aujourd'hui, c'est un engagement de la France qui est très intéressant et aussi dans le discours de M. Macron quand il dit que la France va s'engager diplomatiquement pour la cause nationale, que ce soit au niveau des institutions internationales ou européennes. Ce réchauffement justement des relations maroco-françaises intervient, vous venez de le dire, après le geste effectué par le président français le 30 juillet dernier en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume. Le président Emmanuel Macron qui, dans une lettre adressée à Sa Majesté le Roi, a affirmé, je cite, que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Fin de citation. Pensez-vous que cette position claire de la France est de nature à accélérer le processus de règlement du différend autour du Sahara marocain ?
Ben bien sûr, parce que la France, il faut le souligner, est un membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, et nous savons aujourd'hui d'ailleurs, les résolutions du Conseil de sécurité vont tomber par rapport à la question du Sahara marocain. Donc, en tant que membre permanent, en tant que puissance européenne, et en tant qu'acteur important au niveau de la communauté internationale, la position française qui est portée donc par toutes les institutions françaises va à l'endroit de la solution, c'est-à-dire de la solution marocaine et pour arriver à cette solution qui est la seule et qui va constituer effectivement le présent et l'avenir du Sahara qui est marocain et qui restera toujours marocain. Donc cette action, elle est aussi portée diplomatiquement par la France, qui est quand même une puissance européenne et aussi internationale, et un membre permanent du Conseil de sécurité. Professeur Ali Harichi, restez avec nous. Nous reviendrons vers vous pour débattre plus longuement sur la portée de ce réchauffement, notamment sur le plan économique et d'investissement. Et sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, Son Altesse Royale, la Princesse Lala Hasna, accompagnée de Madame Brigitte Macron, a inauguré hier le Théâtre Royal de Rabat. Le prestigieux édifice s'érige sur la rive gauche du Bourg-et-Greg, d'une capacité d'accueil de 2000 spectateurs. Ce haut lieu d'expression artistique viendra enrichir le paysage culturel de Rabat, ville lumière et capitale culturelle du royaume. Reportage Farah Saaf, Fouad Al-Harash, Mehdi Chtaibi, Yassine Mourafiq, Hamza Salah, Nordi Loubani, Jihad Libri. Le commentaire est signé Iman Ablou. Le Théâtre Royal de Rabat. Un joyau culturel doublé d'un projet structurant qui vient renforcer l'écosystème de la ville lumière, capitale culturelle du royaume. Fruit d'une vision royale éclairée, cet édifice représente un tournant majeur dans le paysage culturel du Maroc. Sur hautes instructions royales, Son Altesse Royale la Princesse Lala Hasna, accompagnée de Madame Brigitte Macron, inaugure le Théâtre Royal de Rabat. Symbole de grande modernité, le design unique du Théâtre Royal de Rabat apporte une touche contemporaine à l'architecture de la capitale, ayant fait non seulement un lieu de représentation artistique, mais aussi une œuvre d'art en soi. Après avoir dévoilé la plaque commémorative, Son Altesse Royale, accompagnée par Madame Brigitte Macron, a suivi une présentation sur l'architecture intérieure du théâtre avant d'effectuer une tournée dans les différentes dépendances du site. Cet édifice iconique se veut une concrétisation de la haute sollicitude royale sans cesse manifestée à l'égard de l'art et de la culture. La nouvelle structure est marquée par son emplacement, son esthétique et sa technicité innovante, qui représente un tournant majeur dans le paysage culturel du Maroc. Situé au cœur de la vallée du Bourg-Greg, dans la continuité de la tour Hassan et du mausolée Mohamed V, le théâtre s'érige comme un symbole du renouveau culturel et artistique de la capitale du royaume. Réalisé par l'agence de la vallée du Bourg-Greg et conçu par l'architecte Feu Zaha Hadid, le Théâtre Royal de Rabat s'étale sur un terrain de 7,1 hectares, dont 25 400 mètres carrés de surface construite. L'ouvrage s'intègre harmonieusement dans le site de la vallée du Bourg-Greg grâce à sa forme, pensée pour fusionner avec le dynamisme du site et se fondre dans son paysage. Ce joyau culturel hisse le royaume sur la scène culturelle mondiale. Il est conçu par l'architecte Feu Zaha Hadid et composé de dépendances culturelles. Il comprend un auditorium qui peut accueillir plus de 1800 spectateurs. Un amphithéâtre d'une capacité de 7000 personnes. Il comprend aussi une deuxième salle de spectateurs dotée de 250 places équipée des dernières technologies scénographiques, en plus de loges pour les artistes et les stars. Le théâtre dispose également d'un restaurant panoramique qui donne sur la tour Mohamed VI, la tour Hassan et le mausolée Mohamed V. Ce joyau est l'illustration de la vision royale et de la haute sollicitude dont le souverain entoure l'art et la culture.
Le Théâtre Royal de Rabat promet une expérience culturelle immersive à travers une programmation riche, accueillant des événements culturels nationaux et internationaux, contribuant ainsi à enrichir encore plus la scène culturelle de Rabat et du Maroc. À travers ce repère architectural et urbain unique, Rabat se hisse au rang des grandes destinations culturelles internationales sous l'impulsion visionnaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Lancé par le souverain et faisant partie du programme de développement de la ville de Rabat, ce projet d'envergure contribue au renforcement des infrastructures culturelles au niveau des différentes régions du royaume et promeut le rayonnement culturel du Maroc dans le monde. Capitaine Hussein Tafi des forces auxiliaires. De la coopération franco-marocaine, la sécurité alimentaire. À Rabat, des experts marocains et français mettent en avant les solutions novatrices pour un écosystème inclusif et adapté aux besoins agricoles. La rencontre initiée par le groupe OCP a été rehaussée par la présence du président de la République française. Une rencontre qui dresse des perspectives de coopération pour une transition vers des systèmes agricoles et alimentaires durables dans le continent. La sécurité alimentaire et l'agriculture durable, des secteurs clés au cœur du partenariat entre le Maroc et la France. Le président français le confirme encore une fois ici lors de son intervention dans ce panel. Emmanuel Macron n'a pas manqué de mettre en lumière les convergences des actions des deux pays pour promouvoir la sécurité alimentaire et la transition vers des systèmes agricoles alimentaires durables. Ensuite, entre le Maroc et la France et entre l'Afrique et l'Europe, il y a un combat sur lequel nous avons, je crois, un rôle, en tout cas une conviction commune, c'est que nous avons besoin de renforcer une stratégie protéines végétales. L'Europe s'est installée dans une dépendance protéines végétales depuis des décennies. On a décidé de relancer une souveraineté à cet égard et c'est au cœur de la stratégie de l'Union européenne. Et le continent africain a besoin de la bâtir et de la renforcer à travers tout ce que vous avez démontré. Et je crois que ça, ce sont des combats profondément jumeaux. Et c'est celui qu'on a dans la stratégie souveraineté alimentaire européenne. Et c'est aussi celui qu'on porte à travers cette stratégie Afrique puissance agricole qui a été lancée. L'OCP était signataire de ce texte il y a 1 an au Forum de Paris sur la paix. La sécurité alimentaire passe également par l'une des premières initiatives internationales sur l'environnement et la gestion des terres. L'initiative Muraille Verte, projet qui vise à restaurer d'ici 2030 100 millions d'hectares de terres dégradées dans les 11 pays concernés par cette initiative. Et le projet de Grande Muraille Verte illustre très concrètement tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il permet, très souvent d'ailleurs à des femmes, mais à des femmes et des hommes de toutes ces régions, de sortir de l'économie informelle et de créer de la richesse. Il permet de refertiliser des sols. Il permet d'avoir des projets d'agroforesterie, de lutter contre la désertification, de recréer de la biodiversité et de recréer des capacités de capturer du carbone par justement de l'agroforesterie et de l'amélioration de la capacité des sols à séquestrer celui-ci. Et il fixe des populations et ce faisant se bat contre les migrations subies, les déstabilisations et ce sur quoi prospèrent tous les trafics et les mouvements terroristes. La problématique de l'eau est au cœur des priorités dans un contexte de stress hydrique et de réchauffement climatique. Le Maroc s'érige aujourd'hui en modèle dans la gestion de cette denrée rare. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire ici. Je suis très impressionné par la stratégie du Maroc en matière d'adaptation du modèle. À la fois les autoroutes de l'eau comme les projets de dessalement urbain sont une stratégie très holistique qui a été adoptée par le Royaume du Maroc. Je crois que nous, on a beaucoup à s'inspirer de cela. Nous avons nous-mêmes lancé une stratégie eau qui est en train de se déployer, qui est très important pour nos agriculteurs, mais qui est aussi très important pour l'ensemble de la population en France qui a à vivre ces transformations. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Cette stratégie eau, elle a 1 an et demi, mais elle a été fondée sur beaucoup de projets. Elle est en phase maintenant d'exécution. Il nous faut maintenant bâtir des stratégies plus régionales. Ça va être l'objet du One Water Summit qu'on lance en fin d'année à Riyad, en marge de la COP désertification.
Et vraiment, sur ce point, je souhaite qu'on puisse promouvoir complètement ces modèles d'adaptation qui sont ici suivis et le faire en lien avec les chercheurs et les start-up parce qu'en effet, ce sont des sujets de cartographie qu'il faut avoir, d'utilisation des bassins versants et d'optimisation des circuits existants. La souveraineté alimentaire est un enjeu de taille au XXIe siècle. Le Maroc a une vision proactive pour toute l'Afrique. Il propose l'utilisation de nutriments agricoles et des solutions adaptées spécifiquement à chaque type de culture et de sol pour un meilleur rendement agricole sur le continent. Mais depuis 15 années, nous avons investi massivement dans des capacités de production d'engrais qui sont devenues une nouvelle activité pour nous. Et en créant à peu près 15 millions de tonnes de capacité de production d'engrais, nous sommes devenus le numéro 1 mondial en termes de capacité de production d'engrais phosphatés. Et durant le Covid, je sais, Monsieur le Président, que vous-même aviez lancé une initiative pour les engrais en Afrique à l'époque. On a dédié 4 millions de tonnes de ces 15 millions de tonnes à l'Afrique pour gérer l'urgence du moment, mais qui est restée l'urgence de tout le temps. Les échanges entre le Maroc et la France ont également permis de mettre en relief le rôle des start-up marocaines et françaises dans le développement de l'agritech en Afrique. Autre événement à l'agenda du deuxième jour de cette visite d'État, les rencontres entrepreneuriales Maroc-France. Ce forum a réuni hier dans l'écrin de l'Université internationale de Rabat une pléthore d'acteurs économiques opérant dans divers secteurs et d'autres désireux d'externaliser leurs activités au Maroc. Au terme de cette journée, ce sont plus d'une vingtaine d'accords et de contrats qui ont été scellés entre les deux parties. Oumaima Marmli, Abdelrahim Filoud, Fouad El Harch, Abdel Fattah Zouine et Mohamed Jabri. Dans cette salle, grands patrons et institutionnels français et marocains se sont donné rendez-vous pour poser les jalons de ce qui sera la nouvelle feuille de route de l'entrepreneuriat bilatéral. Car Rabat et Paris enchaînent les partenariats de coopération. Au terme de cette rencontre, ce sont plus d'une vingtaine d'accords qui ont été signés. Des investissements stratégiques dans des secteurs d'avenir. Ma présence ici parmi vous a pour but de vous témoigner de la reconnaissance et de l'espoir. Reconnaissance dans l'énergie qui est celle des forces vives de la relation bilatérale et des femmes et des hommes qui la font vivre au quotidien, en formant, en investissant, en entreprenant, et littéralement parler en prenant des risques pour inventer, croître. Et une source d'espoir parce que je pense que cette reconnaissance étant apportée, on peut faire beaucoup plus. Nous avons eu l'honneur aujourd'hui de procéder à la signature d'une déclaration d'intention pour un contrat de prêt entre la région Guelmim-Ouadnoun et l'Agence française de développement pour une enveloppe de 25 millions d'euros. Cette enveloppe servirait à financer plusieurs projets au fait, relevant du programme de développement, du plan de développement régional 2022-2027. Plusieurs centaines de chefs d'entreprise des deux côtés, marocains et français, pour prospecter toutes les pistes de coopération et amplifier le mouvement de co-investissement dans les domaines stratégiques que sont l'énergie, l'eau, la co-industrialisation. Et les perspectives de coopération sont de plus en plus prometteuses. Elles couvrent divers domaines stratégiques avec pour ambition de dupliquer l'exemple de la grande réussite des secteurs aéronautiques et automobiles au Maroc. La relation France-Maroc est une relation forte, résiliente et qui a une histoire. Et maintenant, la réunion d'aujourd'hui a démontré que les opérateurs marocains et opérateurs français veulent une relation innovante, une relation gagnant-gagnant, une relation verte, une relation qui prenne en considération les avancées extraordinaires qu'a connu le Maroc sous le leadership de notre souverain. Et tout ça pour dire que nous avons parlé de plusieurs secteurs, que ce soit la décarbonation, l'agro-industrie. Il y a beaucoup de domaines, dans le digital, dans les infrastructures, dans l'énergie, dans la formation, dans l'alimentaire. On a encore des champs d'action remarquables, mais les bases sont posées. Une
Nouvelle étape dans les relations maroco-françaises qui se profile à l'horizon avec un seul mot d'ordre, faire et concevoir avec le Maroc. Ce partenaire incontournable à l'avant-garde des relations numériques. Car en plus de tous ces secteurs, le Maroc ambitionne désormais de devenir un acteur clé dans l'industrie du développement technologique et du gaming. Monsieur Ali Lahrechi, vous venez de suivre avec nous ce sujet sur les rencontres entrepreneuriales Maroc-France. Concrètement, quelle sera la portée de ces nouveaux accords et contrats conclus, notamment dans le domaine des marchés des capitaux, de l'hydrogène, pour le développement également de nos provinces du Sud ? Nous parlons d'un partenariat d'exception qui est à la fois politique mais aussi économique. Il faut souligner que la France est le premier partenaire économique du Maroc, mais aujourd'hui, avec tous ces accords qui ont été signés, tous ces contrats font que la France est en train de consolider ce partenariat avec le Maroc pour un partenariat global, et surtout dans les domaines les plus importants. On parle de l'énergie verte, on parle des infrastructures, on parle aussi des engrais. Donc le Maroc aujourd'hui est un acteur incontournable dans sa région. La France, il vient pour renforcer le partenariat qui existait avec le Maroc, mais sur divers domaines et avec une ampleur très importante. On parle de chiffres de 10 milliards d'euros et plus encore. On parle de projets d'avenir, des projets qui s'inscrivent dans la durée, dans le temps long. Quand on parle de dessalement, de stations de dessalement, ou quand on parle de stations pour la production de l'énergie verte, de l'hydrogène vert et l'électrification. Donc c'est des partenariats qui vont dans le sens de la politique stratégique du Maroc, de l'électrification du Maroc avec l'énergie durable, propre, et qui vont dans la stratégie des deux pays de l'utilisation du bas carbone. Donc c'est un partenariat à la fois économique mais qui s'inscrit dans les perspectives de la durabilité et de la protection aussi de la planète et de l'environnement. Donc ce partenariat ne vient que renforcer d'une manière très conséquente ce qui existait entre le Maroc et la France, et sur le long terme, sur une longue durée et sur la pérennité selon tout ce que nous avons vu et nous avons constaté. Une visite d'État qui balise donc la voie à une coopération renforcée dans plusieurs domaines économiques mais également sécuritaires. La sécurité et la question migratoire qui sont au cœur de la coopération Maroc-France. Les ministères de l'Intérieur des deux pays ont posé un cadre de travail conjoint pour avancer de concert sur les enjeux d'intérêt commun. Cet important dossier a été hier au cœur d'entretiens tenus entre Abdelaziz Ftit et son homologue français Bruno Retailleau. Sophia Fkrota. Sous un ciel nuageux, l'accueil est chaleureux. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Abdelaziz Ftit, ne manque pas de souligner le bon présage qu'est un invité arrivant un jour pluvieux. Place aux discussions avec son homologue français Bruno Retailleau. Au menu, le renforcement de la coopération sécuritaire, la lutte contre l'immigration irrégulière, contre le terrorisme et contre le narcotrafic. En jeu, nous avons posé un cadre de travail. Un cadre conjoint, un cadre clair pour les prochaines semaines et les prochains mois. D'abord, le cadre de rencontres et de travail permanent sur les questions migratoires. Ensuite, une feuille de route franco-marocaine pour fixer des objectifs, des méthodes. Sur l'ensemble des enjeux d'intérêt commun, nous allons y travailler dans les semaines qui viennent. Concernant les questions d'immigration, les deux ministères vont établir prochainement un agenda de travail qui comporte les points suivants. La facilitation des mobilités régulières, la lutte contre l'immigration irrégulière, la réadmission, ainsi que le renforcement de la coordination entre les pays émetteurs, les pays de transit et les pays de résidence, sur la base d'une responsabilité partagée. Il s'agit là d'un plan conçu, en droite ligne des instructions royales, pour le règlement définitif de la question des mineurs marocains non accompagnés.
Un travail en synergie entre les deux exécutifs. Voilà de quoi aligner des politiques sécuritaires convergentes entre Rabat et Paris. Ces deux alliés de référence sont plus que jamais appelés à faire face à des défis de taille. Menaces terroristes, crimes organisés, traite d'êtres humains. Une coopération sécuritaire multiforme qui érige l'axe Rabat-Paris en modèle vertueux de concertation permanente et efficace et de liens humains privilégiés. Nissal El-Hamdawi. S'il y a bien un domaine où la coopération entre Rabat et Paris est essentielle et précieuse, c'est bien celui de la sécurité. Normal. Le contexte mondial, marqué par la multiplication des foyers de tension, laisse planer l'insécurité dans les quatre coins du globe. Du coup, le travail en synergie s'impose. L'heure est aujourd'hui à la consolidation du partenariat sécuritaire entre le Maroc et la France. Les défis sont grands. Lutte contre la criminalité, le terrorisme, les cyberattaques et lutte contre le trafic de stupéfiants et d'êtres humains. La coopération sécuritaire, elle est très très forte et là aussi elle est très très confiante, très approfondie. On la voit pas forcément parce que ça demande une certaine discrétion, notamment quand il s'agit de prévenir le terrorisme ou de prévenir des comportements inspirés par la radicalisation. Mais elle intervient sur un fond de grande proximité, enfin, dans la conception des relations internationales, la recherche de la stabilité, de la paix, le refus du radicalisme religieux, et par conséquent, c'est un élément très solide de la relation bilatérale. Preuve, s'il en est besoin, de l'efficacité de la coopération entre l'axe Rabat-Paris, l'avortement de projets d'attaque terroristes sur le sol français. Nous savons que plusieurs projets d'attentats terroristes visant des sites sensibles en France, notamment en 2006 et en 2009, avaient été déjoués grâce au concours des services de renseignement marocains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les pays du Sahel constituent un foyer pour de nombreuses organisations terroristes, comme Daesh ou encore les mercenaires du Polisario qui financent le trafic de drogue et d'armes. Le Maroc joue donc un rôle majeur puisqu'il garantit une couverture sécuritaire au niveau de cette zone, car il y va de la stabilité des peuples de la région. On sait très bien que les renseignements marocains et l'ensemble du dispositif politique marocain est extrêmement informé de questions sur lesquelles de tout temps et avant cette période un peu froide entre les deux pays, ou même très froide, disons les mots tels qu'ils sont, entre les deux exécutifs, cette coopération de renseignement, elle existait au Sahel, elle existait en Afrique centrale, elle existait en Afrique de l'Ouest, elle existait dans tous les pays dans lesquels le Maroc est très très impliqué, et notamment sur les questions de terrorisme. Et depuis 3-4 ans, on voit bien que cette coopération a cessé, ou en tout cas elle s'est très nettement ralentie. Donc on a besoin de renforcer cette coopération qui va redémarrer avec le réchauffement de nos relations entre les deux exécutifs. Fort de son expertise dans le domaine de la lutte antiterroriste, le Royaume s'érige aujourd'hui comme une source d'inspiration pour de nombreux pays à travers le monde. Sa stratégie est basée sur un triptyque: la prévention, la lutte sur le terrain contre les groupes terroristes et la sécurité spirituelle. Ainsi, le champ religieux a été restructuré sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin. Le but étant de garantir une gestion sage et sereine de la chose religieuse. L'approche adoptée par le Maroc dans ce cadre tire sa force des préceptes et des enseignements authentiques de l'islam. L'islam modéré, du juste milieu, basé sur le rite malékite. Objectif, déconstruire les dangereuses thèses idéologiques qui font le lit de l'extrémisme. Professeur Ali El-Harechi, le Royaume joue un rôle pivot en matière de coopération sécuritaire à l'échelle continentale et internationale. Renforcer cette action commune avec nos partenaires de l'autre rive serait plus que jamais nécessaire au regard d'un contexte mondial sous tension.
Tout à fait. Déjà, le Maroc est un acteur, comme vous l'avez dit dans le reportage, est un acteur incontournable et un acteur reconnu par la communauté internationale dans le domaine de la sécurité. Et l'expertise du Maroc est demandée de par le monde. On voit que le Maroc est vraiment dans ce domaine-là aujourd'hui. Il fait partie des premiers pays dans le monde, c'est-à-dire contre tout ce qui est terrorisme, tout ce qui est trafic et autres. Aujourd'hui, avec le renforcement de la relation et ce partenariat avec la France, nous voyons que le Maroc est porteur aussi de stabilité et de paix dans sa région. Donc aujourd'hui, le Maroc, en tant qu'acteur, d'abord, dans le domaine de la sécurité, aussi en tant que porteur d'un islam tolérant, un islam modéré, qu'il insuffle au niveau de sa région, au niveau surtout de la région du Sahel, et en tant que de sa lutte contre le terrorisme dans cette région, et surtout par les séparatistes, on pense au Polisario, comme cela a été dit. Donc ce renforcement de relations avec la France va permettre encore une fois au Maroc de jouer ce rôle de sécurité dans sa région, dans son environnement et dans la rive méditerranéenne. Et je pense que l'action du Maroc, elle est salutaire, elle est louable, et aujourd'hui, la demande des États de coopérer avec le Maroc pour tout ce qui est sécuritaire démontre de l'importance accordée par le Maroc à la sécurité, à la paix et surtout à un islam tolérant et modéré qui accepte la diversité. Un partenariat sécuritaire qui redémarre donc pour une stabilité et paix régionale et internationale. Je vous remercie Ali Lahrichi. Je rappelle que vous êtes politologue et doyen de l'Institut des sciences politiques. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et au terme d'une visite d'État dans le Royaume à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le président français, son Excellence M. Emmanuel Macron, accompagné de son épouse, Madame Brigitte Macron, a quitté le Maroc cet après-midi. À son départ de l'aéroport de Rabat-Salé, M. Macron a été salué par le chef du gouvernement, M. Aziz Akhmouch. Après avoir passé en revue un détachement des forces royales qui rendait les honneurs, le président français a été salué par les membres du comité d'honneur qui comprend notamment la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Madame Fatem Zahra Al-Mansouri. Et l'ambassadeur de Sa Majesté le roi à Paris, Madame Samira Sitaïl. Monsieur Macron a également été salué par le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le président du conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid Labdi, le gouverneur de la préfecture de Salé, Omar Touimi, les élus, les membres de l'ambassade de France à Rabat, ainsi que par d'autres personnalités civiles et militaires.
Autre aspect très important de la coopération Maroc-France, le partenariat énergétique. Les deux pays sont déterminés à poursuivre la lutte contre les changements climatiques en mettant en œuvre les accords de Paris. Et ceci passe par la transition énergétique et la décarbonation, deux sujets au centre des entretiens entre la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Blali, et la ministre déléguée française chargée de l'énergie, Olga Giverny. Le compte rendu avec Sophia Fgrote. La transition énergétique et la décarbonation. Deux ambitions que partagent le Maroc et la France. Et ils sont au cœur de ces discussions. L'occasion aussi d'évoquer les accords signés avant-hier lundi et qui concernent notamment les prochaines études en matière d'interconnexion électrique. Il prévoit un soutien de la France aux travaux de planification des infrastructures électriques marocaines. Il rappelle l'importance et renouvelle le soutien de nos deux pays en coopération existante entre nos entreprises en matière d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de réseaux intelligents en vue qu'elles se poursuivent et qu'elles s'entendent. À travers cet accord, nous appuyons également l'intérêt manifesté par les entreprises françaises pour l'offre Maroc s'agissant de l'hydrogène décarboné, notamment en prévoyant des travaux conjoints d'élaboration de cadres réglementaires et normatifs au Maroc. L'accord prévoit aussi le partage de connaissances et de bonnes pratiques en matière de décarbonation et d'efficacité énergétique dans les secteurs industriels, du transport et du bâtiment. Et parce que la recherche scientifique sera décisive, l'on prévoit aussi un approfondissement de la coopération académique et la création de nouveaux centres d'excellence. Tous ces accords, finalement, permettent de traduire la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et du président français Emmanuel Macron, pour dire qu'aujourd'hui, pour que le Maroc et la France jouent le rôle qui leur revient, pour décloisonner l'Afrique. C'est l'Afrique, vous m'avez entendu dire ça plusieurs fois, est le dernier réservoir de capacité productive de PIB pour le monde. D'où l'importance de la connexion Afrique-Afrique et de la connexion Afrique-Europe. Et pour mener à bien ces projets, un dialogue stratégique sera instauré. Il aurait lieu une fois par an entre les deux ministères. La transition énergétique, une politique volontariste enclenchée sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui séduit nombre d'investisseurs français. Ils sont de plus en plus nombreux à s'installer au Maroc. Ce soir, nous allons à Tarfaya, où se trouve l'un des plus grands parcs éoliens du Maroc. Un site qui devra alimenter la future station de dessalement de l'eau de mer de Dakhla. Mohamed Iddas, Bekar Dlimi, Hasna Moussaoui, Zawi Boujma, Salk Boujdour, avec Oumé Marmli. Nous sommes à 20 km au sud-est de la ville de Tarfaya. Des dunes de sable jaillissent ces éoliennes grandeur nature. 131 turbines d'une puissance de 2,3 MW chacune. Bienvenue au parc éolien de Tarfaya, le plus grand du Maroc, un des plus grands d'Afrique. On a un des parcs éoliens les plus grands d'Afrique, qu'on exploite avec Nareva, le parc de Tarfaya. On a aussi actuellement une usine de dessalement 100% renouvelable qui est en cours de construction à Dakhla, un parc de dessalement qui permettra à la fois d'alimenter en eau potable la ville de Dakhla, mais aussi d'irriguer des terres agricoles pour les besoins futurs, à la fois locaux et puis à l'export. Changement de décor. Ce chantier à ciel ouvert se prépare à accueillir en juin 2025 ce qui sera la première station de dessalement de l'eau de mer entièrement alimentée en énergie verte. La station de dessalement de l'eau de mer de Dakhla. يتكون هذا المشروع من محطة لتحلية ماء البحر قدرتها حوالي 37 مليون متر كوب منها. Ce projet est constitué d'une station de dessalement de l'eau de mer d'une capacité de 37 millions de mètres cubes par an. 7 millions sont destinés à l'eau potable. Cette station fonctionnera grâce au parc éolien de Tarfaya qui produit annuellement 60 mégawatts. À terme, ce projet permettra de valoriser les atouts agricoles de la région de Dakhla Ouad Dahab, mais aussi de protéger ses ressources hydriques. Voilà ce qui permettra donc à la région Dakhla Ouad Dahab de préserver ses eaux souterraines tout en irriguant un total de 5200 hectares. Une belle illustration du partenariat maroco-français qui pose les jalons d'une nouvelle dynamique de coopération énergétique.
Entre le Maroc et la France, c'est aussi une histoire de liens humains étroits et de longue date. Le Maroc est un pays de prédilection pour plusieurs Français. Cette communauté étrangère, la plus importante au Maroc, compte à peu près 100 000 membres. L'une des figures de cette diaspora, Florence Arnold, cela fait une vingtaine d'années que cette artiste plasticienne coule des jours heureux à Casablanca. Puisant son inspiration dans cette cité cosmopolite, notre caméra a poussé les portes du studio de l'artiste. Son portrait est signé Oumé Marmli, Hamza Sayeh, Abd Samad Lebchir et Jihad Libri. Ses gestes sont méticuleux, presque calculés. Son art allie l'exact à l'extravagant. Après avoir longtemps capturé le corps sur le papier, Florence Arnold a osé depuis quelques années le scalper. Mon art a évolué bien sûr en même temps que ma vie. Alors je dirais que au début, quand j'ai commencé, j'étais beaucoup sur l'humain. Et petit à petit, je dirais que je suis sortie de l'enveloppe humaine pour passer vers quelque chose de beaucoup plus sculptural. Elle réalise en fait des œuvres en papier qui sont montées sur des armatures en laiton gainé, qu'elle oxyde ou pas en fonction de ses envies. Et donc elle crée des œuvres qui sont extrêmement poétiques ou qui cherchent à amener un émerveillement au niveau du public. Accrochée au mur, l'on pourrait presque croire que l'œuvre a poussé sur la paroi. Des œuvres à vous faire tourner la tête. Elles font parler le papier pour nous prendre à nuée de papillons, comme pour nous inviter à pénétrer un univers secret là où les territoires convergent. En tant qu'artiste, on n'est pas bloqué par rapport à un pays. Au contraire, je crois qu'on est assez tous dans l'universel. Souvent on dénonce des choses bien sûr de ce qui se passe, il y a des échanges intellectuels entre nous. Je dirais juste que comme moi j'ai grandi, en tout cas artistiquement au Maroc, en allant en France, j'ai pu découvrir des artistes français que je ne connaissais pas. Et c'est au Maroc où son art grandit, se métamorphose pour investir un univers où végétaux, flore et jeux de lumière règnent en maître incontesté. Justement, c'est Delacroix qui a dit ça quand il a posé son pied au Maroc. Il s'est dit, waouh, cette lumière et ces épices, tout ça, c'est très enrichissant. Il y a la végétation aussi du Maroc qui est toujours très verte, tous ces hibiscus, enfin toute cette végétation, c'est ce que j'essaye de représenter en fait dans mes sculptures. Donc il y a beaucoup de lignes vertes et comme des grandes feuilles. Et après il y a de l'animal, c'est-à-dire c'est moitié papillon et moitié... là il y a presque une aile de papillon en haut et c'est presque comme un oiseau. Marocaine dans l'âme, l'artiste s'inspire de ce pays dont elle a fait sa terre d'adoption. Un Maroc toujours présent quelque part dans ses créations. Souvent, bien sûr, c'est lié à mon propre parcours de vie. Mais là, il y a Fès, par exemple, qui est caché dans ce coquillage. De ces tableaux naissent des ponts entre les deux rives. Un dialogue silencieux, comme pour nous rappeler que la culture, c'est ce langage sans frontières. Un langage qui résonne bien au-delà des ateliers, dans le cœur de ceux qui l'admirent. Et voilà, c'était les images de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information Langue Arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al Oula.